petit changement de programme. Nous n'allons non pas écouter Abdelaziz Chambi du CRI, mais nous allons écouter Christelle Busson et Zouina Medour, qui sont dans une dynamique de lutte féministe et qui, soit dit en passant, Christelle me semble-t-il, est également co-réalisatrice du film Un racisme à peine voilé, n'est-ce pas? Très bien. Alors je vous laisse la parole. Vous avez 10 minutes chacune, mesdames. Je ne suis pas que militante féministe. Moi, je suis militante contre les injustices sociales depuis des années, pour l'égalité des droits. Je vais vous parler après, bon, voilà, je ne vais pas vous faire une analyse politique et tout ça, je vais vous parler de mon terrain, d'où je suis, de la place que j'ai. Avant que j'oublie aussi, donc je remercie Abdelaziz et le CRI donc, qui nous ont invités un peu de manière, on est entre nous, hein, c'était compliqué, moi les clients n'étaient pas là, il fallait quelqu'un, bon ben, on est là, on habite à Saint-Denis, on est dionysienne, on se sent concerné. Non, moi je suis là surtout parce que je me sens concernée, sinon je ne viens pas. Je me sens concernée sur la question de ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire des injustices. Et l'islamophobie en fait partie. Il y a plusieurs années en arrière, en 2004-2005, je vais essayer de faire court. Hein. 2004-2005, moi j'étais engagée dans les luttes dans les collectifs École pour toutes et tous pendant plusieurs années, ce qui nous a amené avec le collectif École pour toutes et tous de Strasbourg, à penser à une arme de lutte contre la diversion massive. C'est pour ça qu'on a fait le film Un racisme à peine voilé, qui fait 1h15, qui revient pas que sur la question de la loi de 2004, pas que sur la question de l'islamophobie, qui voulait faire aussi la connexion entre les réalités sociales vécues par ces filles-là concernées, pour la plupart habitantes de quartiers populaires. À cette époque-là, il y avait beaucoup de collectifs, il y avait beaucoup de filles présentes dans ces collectifs. Il y avait des débats très très riches. On avait déjà dépassé la question du symbole, des trucs symboliques, le symbole du foulard, le symbole de la mini-jupe, le truc du féminisme et tout ça. Tous ces débats-là, on les a eu en long, en large, en travers, il y a presque 10 ans. Moi, j'avoue que depuis quelques mois, je vous parle sincèrement. Moi, ça me casse la tête de recommencer les mêmes débats et surtout de voir que les filles qui étaient présentes, il y avait vraiment des jeunes filles, des jeunes femmes, des mères, il y avait beaucoup de femmes. Quoi. Moi, j'ai envie de dire, normalement, c'est pas à moi de prendre le crachoir pour parler ici. Ismaël, on se connaît bien, je veux dire, il n'y a pas de problème, elle, c'est militante aussi et tout. Mais je suis là, je me dis 10 ans après, merde, qu'est-ce qu'on a planté? Comment ça se fait que les filles, elles sont passées où? Pourquoi elles ne sont pas devenues plus leaders de mouvements, d'associations Et je ne suis pas en train qu'on se comprenne bien, hein. Moi je ne suis pas en train de les accuser. Hein. Je fais une analyse critique de nos organisations, de nos structures, des lieux où s'organisent les militants, les futurs militants, de là où les gens ils deviennent militants. Militant, c'est pas inné, quoi. C'est quelque chose, tu le deviens au fur et à mesure. Il faut se former, il faut, voilà, il y a des aînés qui t'apprennent et tout ça. Donc, voilà. Voilà, ça y est, je commence à partir dans tous les sens. Mais voilà, toute la question il y a 10 ans, la division, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans, voilà, qu'on est divisé partout, sur le féminisme, sur les mouvements associatifs, sur les mouvements politiques, Et moi, mon dada, c'est l'auto-organisation des gens. Voilà, moi, ce que je me dis, c'est en disant comment nos structures, elles se sont organisées pour soutenir l'auto-organisation des gens concernés. Qu'est-ce qu'on a mal fait ou voilà, moi ça me pose cette question-là, la question de la transmission et de la formation
des gens concernés. Si on considère qu'on n'est pas des victimes, voilà. Si on veut aider les gens dans leur lutte, dans les injustices qu'ils vivent, il ne faut pas les considérer comme des victimes. Et donc ça veut dire qu'il faut... Est-ce qu'on a besoin de Zorro ou est-ce qu'on a besoin de gens de femmes, d'hommes, qui peuvent tous demain prendre la parole pour ou mener des actions dans leur ville, etc. Enfin, voilà. Je constate aussi qu'il y a 10 ans en arrière, la question 2004, 2005, il y a 10 ans en arrière, quand on était sur la question du foulard, on parlait beaucoup plus aussi de la question des réalités sociales en banlieue. Moi, je trouve qu'il y a une déconnexion incroyable. Et voilà, c'est arme de diversion massive, c'est le titre de la conférence aujourd'hui. Il y a une déconnexion incroyable entre ce qu'on discute aujourd'hui et la question des quartiers. Moi, je ne vais pas m'étendre, j'ai travaillé pendant 2 ans là au Franc-Moisin, c'est terrible. C'est un quartier d'abandonner tout le monde, des services publics, de l'État, des gens eux-mêmes, parce que voilà, ils croulent tellement sous les problèmes que voilà. Les associations, nos propres milieux associatifs, on se demande, je sais pas, on se demande, on n'y est plus quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup on n'y est pratiquement plus dans ces quartiers. Aujourd'hui, c'est le 27 octobre. Moi, j'attendais de voir, est-ce que quelqu'un il va le dire. On en parlait, c'est mon amie Samia de Saint-Denis, militante et tout ça, bon, voilà, qui me rappelait qu'aujourd'hui, 27 octobre, c'est la mort de Ziad Bouna en 2005. Ce qui amènera à les révoltes sociales en banlieue et tout ça. Donc voilà, moi, si aujourd'hui je suis venue pour m'exprimer, c'est sur ces questions-là, c'est sur ces questions d'organisation, c'est sur la question de la connexion qu'il y a à faire entre ce qu'on discute là, c'est-à-dire le basculement de lutte sociale il y a quelques années à des luttes identitaires. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans des luttes identitaires. Et où tu fais partie de cette catégorie, ou de celle-là, et vas-y. On a la journée de la jupe, demain on va avoir la journée du foulard. Est-ce que c'est ça les réponses? Est-ce que c'est ça les projets? Voilà, est-ce que c'est ça qu'on a, nous, comme projet pour aider les gens à aller mieux? Je ne suis pas sûre que ce soit... En tout cas, moi, personnellement, je suis croyante et je suis croyante je suis croyante en l'auto-organisation, je suis croyante en l'action collective, je suis croyante en des projets en dur. Je pense que quand je dis des projets en dur, c'est des projets sociaux. Je vous parlais avant voilà, ici, il y a plein de gens, ils habitent dans des quartiers. Vous pouvez que vous lever les matins et vous dire, mais pourquoi il n'y a rien dans mon quartier? Voilà, il n'y a rien. Alors, où nous, comment dire, je ne dis pas qu'il faut choisir entre répondre à l'institution ou s'occuper des siens. Il faudrait que ce soit complémentaire, mais apparemment, jusqu'à présent, quand on met les forces à quelque part, on ne les met pas ailleurs. Alors, voilà, j'ai pas de solution, mais je suis venue vous partager avec vous ce que j'en pense. Bonjour à tous, donc moi c'est Zouena Nato. Donc à Bruxelles, on a été sollicité voilà, il y a un début d'après-midi pour pouvoir prendre la parole. Donc on se connaît avec Abdelaziz depuis des années, puisqu'on milite dans les mêmes réseaux, Forum des quartiers populaires, donc on partage un certain nombre de luttes ensemble. Donc ça m'a intéressé de prendre la parole, mais je me suis demandé du coup qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, d'où je vais parler, en quoi la parole que je vais prendre, elle peut être utile au débat d'aujourd'hui. C'est surtout ça. Donc j'ai réfléchi sur le trajet en arrivant, c'est pas évident, c'est pas préparé. La thématique, c'est pas l'islamophobie, c'est pas une question centrale sur laquelle j'agis, même si c'est une question que je prends en considération de là où je suis, dans les quartiers. Et du coup, j'ai trouvé un film, donc je vais vous le raconter. Et à partir de là, je vais expliquer quel est mon état de réflexion aujourd'hui. Et
vers quoi il me semble qu'il faudrait aller. Je pense que tous les propos sont importants, parce qu'ils sont tous différents, qu'on ait le regard sociologique, qu'on ait le regard historique, qu'on ait le regard pour comprendre dont on parle. Quand on est l'individu, on parle aussi à partir de complexité, parce qu'on est issu de plusieurs trajectoires, parcours. C'est ça l'identité, on se construit de plusieurs choses. Donc moi, Zwina, voilà, je suis une enfant qui est issue de parents algériens, voilà, qui sont arrivés un jour en France, en Seine-Saint-Denis, à Blanc-Ménil. Et donc je vais partir de là, de mon itinéraire de gamine, ou dans mon quartier, pour parler un peu de l'islam et de son évolution. Dans le quartier, donc voilà, moi j'ai des parents qui sont musulmans, pratiquants, il n'y a pas de problème avec ça, qui prient mon père dans une cave, voilà, donc moi je suis allée, et donc j'ai vu régulièrement mon père aller dans la cave de la cité, Valtour, Maurice Audin, voilà, au sous-sol. Et comme il est très impliqué dans la communauté, voilà, donc il participe aussi à l'aménagement, je l'ai vu peindre la cave, nous les gamins on m'a donné un coup de main pour aller faire le ménage dans la cave, voilà, ça c'est, il y a plusieurs années de ça, c'est ça. Et puis progressivement, parce qu'ils sont de plus en plus présents, parce qu'ils s'installent, parce que voilà, ils sont gagnés, parce qu'ils accèdent, moi je vois mes parents qui ont le quartier pour aller un petit peu plus loin, donc ils accèdent à la propriété, ils achètent une maison, et toujours organisé et impliqué pour qu'une mosquée existe véritablement, ça c'est le travail de nos parents, une mosquée voit le jour. Et une mosquée voit le jour, en plus le comble dans la rue où mes parents habitent. Voilà. Et mon père, toujours gardien de la mosquée, donc il a les clés. Et donc je vais avec lui, jeune, moi je suis pas j'ai grandi, visiter la mosquée une fois que les travaux sont terminés, que voilà, la dernière que j'ai déposée, voilà, c'est sa fierté à lui. Je raconte ça pour dire que donc, on sort des caves pour aller vers une mosquée, qu'aujourd'hui il y a 3 mosquées à Blanc-Ménil, je viens de Blanc-Ménil, et qu'il y a même un projet important porté par la municipalité avec l'ensemble des communautés pour une 4e mosquée beaucoup plus grande, avec une dimension autre. Je parle de ça pour parler d'évolution. La question de l'islam, parce que je reviendrai après sur ce qui a été dit par Marwan Momé tout à l'heure, l'islam. Et dans le même temps, on assiste aussi à beaucoup de choses qui s'imposent. D'abord en région parisienne de manière importante, et puis plus tard sur tout le territoire. C'est-à-dire que moi, quand je suis à Leclerc, il y a des partout. Et puis dernièrement, en face du boucher traditionnel de Leclerc, s'est ouvert une boucherie musulmane dans le centre commercial de Leclerc. Donc pour dire que quand même, je le dis avec mon regard là, il y a des choses qui avancent. À côté de ça, il y a un autre phénomène. Et là, je reprendrai le titre du bouquin, rédigé par Mohamed El-Hajjat, sur la question de la construction du problème par les élites. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On construit un problème, les élites de ce pays, comme toujours, et on construit un problème pour un objectif, ça a été dit par Mahmoud en fin d'intervention, c'est travailler à la division. Travailler à la division des groupes, là où ils sont, en particulier, du coup, dans les quartiers populaires. C'est comment on accède à l'égalité pour tous et comment on permet à chacun, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, d'où qu'il parle, d'avoir la même chose que celui qui est différent. Peu importe, c'est une question de religion, une question de... Voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de dire en préambule dans mon propos. Et après, je vais reprendre quelques éléments qui ont été donnés. Quand Marianne parle en expliquant que c'est pas... Bon, moi, j'avais fait une intervention il y a quelques années de ça, c'était à Montpellier, justement, dans le cadre du Forum social, des quartiers populaires, avec des élus socialistes qui étaient présents dans la salle. Et donc j'avais expliqué que ça avait contribué largement, en tout cas, à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Le parti de gauche, parce que c'est pas effectivement, là je suis d'accord, c'est pas que le propos du Front National, la gauche a beaucoup contribué, et tous les mouvements antiracistes, voilà, j'ai mis tout dans le sac, sans problème. Ils ont tous participé à ce qu'on en soit là aujourd'hui et que ça n'avance pas. Et j'étais intervenue en expliquant que pour moi, l'émergence de l'islamophobie, c'était une forme de racisme. C'est-à-dire que du coup, on désignait, ce qu'on appelait avant l'arabe, le beurre, voilà, aujourd'hui on est des musulmans, tous. Même s'il y en a qui sont pas général ou autre, mais c'est comme ça qu'on est regardé par la religion, pour stigmatiser, mettre de côté et avoir un bouc émissaire sur lequel on peut taper, et surtout un os arrangé pour permettre aux autres de se battre sur cette question-là plutôt que sur leur droit. Et bon, on fait un peu la même chose avec les robes, et voilà, on pourrait multiplier les exemples. Et quand il me dit, alors je ne suis pas convaincue, mais du coup ça mérite le débat, et je pense que là où il a raison, c'est qu'il n'y a pas de débat en France, c'est dommage, parce que en ayant des débats sur la question, on pourra avancer ensemble et y voir clair. Quand il pense qu'effectivement c'est pas une question raciste, parce que, mais j'ai peut-être mal compris, parce que les mouvements antiracistes, alors je retrouve exactement le terme qu'il a utilisé, c'est-à-dire que du coup c'est pas qu'un problème de race, un problème de religion, du coup ça ne rentrait pas dans ce cadre-là. Alors je ne sais pas s'il faut le regarder comme ça. Ce que ça compte, c'est par rapport au mouvement antiraciste, c'est un problème quand même. Mais c'est un problème comme d'autres problèmes ont eu lieu auparavant. Moi, je voulais vous donner un exemple.
que j'ai rencontré, c'était le cas de la double peine. Ces mouvements-là, à l'époque, moi j'avais donc un ami dans mon entourage avec une double peine. J'avais été rencontré de MRAP, donc on dirait le MRAP, il reproduit du coup le problème qu'il avait auparavant avec ses étrangers, certains types d'étrangers, il le reproduit avec la question religieuse. À l'époque, sur la question de la double peine, quand on avait été les rencontrer, en fait, on nous a expliqué clairement que c'est pas possible de s'occuper de ce cas, simplement parce que voilà, cet ami avait fait de la prison. Comment effectivement on élargit, comment on mobilise, comment on responsabilise tout le monde. Et quand je dis élargir et mobiliser, c'est de dire si on parle de la question du foulard, profitons-en pour parler de ce qui ne va pas non plus dans l'école, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a d'autres soucis. Et comment du coup on rallie à nous, et peut-être pour la question d'articulation, parce que moi c'est ça qui m'importe, c'est que comme on est ensemble, et comme ensemble on porte un propos qui est de l'ordre du projet social, quoi. C'est de ce qu'on veut de mieux pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos voisins, voilà, de manière très rapide. Et je voudrais faire une petite aparté, vous allez me demander pourquoi je fais ça, mais ça éclaire de la question de la division et de comment du coup ça fonctionne dans les têtes des gens. C'est qu'il y a les mobilisations au petit bar à Montpellier, donc hier, samedi, voilà, les copains ils sont allés, Christelle y était, et mobilisation, voilà, simplement sur Justice pour Petit Bar, qui est une association très engagée, qui travaille sur la question du logement depuis plus de 10 ans là-bas, de manière très importante et conséquente, s'est mobilisé par rapport à l'expulsion d'un couple de retraités. Ils sont trouvés à la rue, voilà, donc ils n'ont pas laissé faire, c'est à côté des retraités. Ces retraités, c'est les Français de souche, et je le dis parce qu'un des policiers, voilà, qui sont intervenus, voilà, il y a eu c'est vrai, c'est tout ce que vous imaginez, hier c'était le procès en fait, d'un militant de Justice pour Petit Bar, et puis des membres de la famille qui n'ont pas accepté en fait, l'expulsion. Et un des policiers, en fait, surpris de voir les militants de Justice pour Petit Bar s'occuper de se retraités, leur ont dit mais comment ça se fait que vous le défendez, il n'est même pas arabe. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il faudrait que les Arabes défendent les Arabes, il faudrait que. Voilà, c'est ça la question de la division, c'est qu'est-ce qui s'opère sans qu'on s'en rende compte de manière subjective dans les esprits d'un certain nombre de gens. Et du coup, comment on sort de là, enfin moi c'est la question que j'ai envie de poser, c'est comment on réussit à sortir de là pour se remettre ensemble et se dire comment on traite de la question, quoi, politiquement, parce que c'est d'abord une question politique. Et comment politiquement on agit sur les différents terrains là où on est, que ce soit au niveau local, voilà, quand il y a des élections ou pas, quelle pression on exerce, quelle organisation on met en place, qui permettent à un moment donné de plus laisser faire, sur un certain nombre de questions, voilà, de manière très rapide. Et je voulais dire autre chose, parce que je trouve que ça aussi c'est important. C'est la dernière chose. Sur la question du populisme, je vous rejoins. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, c'est comme ça que je fais, je ne suis pas la seule à le faire depuis longtemps, c'est que la question du populisme, elle est partout, même dans les quartiers, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on regarde ça de près, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. C'est-à-dire que du coup, il y a un truc qui rille, et que ça va piquer à la figure de tout le monde. Voilà, je vais arrêter là. Abdelmalik de Cribelfort ainsi qu'à Samir, représentant de FCP, de nous rejoindre ici même, s'il vous plaît. En attendant qu'ils nous rejoignent, vous pouvez venir, messieurs. En attendant, j'aimerais juste solliciter votre attention sur quelque chose de très important. Non plus uniquement spectateur, mais réellement acteur de ce qui se joue actuellement. Pour cela, il y a différentes possibilités. Alors, vous pouvez, dans un premier temps, faire des dons. Le CRI, d'ailleurs, on a mis à votre disposition une boîte juste au-dessus, donc je vous invite à y faire un tour. De toute façon, elle viendra à vous également. Mais également de nous donner du temps. Nous avons besoin de bénévoles, nous avons besoin, ici actuellement sur Paris, une nouvelle cellule a été créée. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas un énorme groupe non plus, donc ce serait assez agréable que des frères, que des sœurs me rejoignent pour pouvoir justement aider nos frères et sœurs dans cette lutte qui malheureusement sévit de plus en plus en France. De la réflexion qui a mené à la création d'un mouvement politique qui a vocation à s'inscrire dans la compétition électorale et aux élections. Alors ça ne va pas se faire ni demain, ni de manière précipitée. C'est quelque chose qui prend du temps pour des raisons qui ont déjà été évoquées, qui sont des raisons de démobilisation, de formation, de travail de création de collectifs, de travail de création de ponts qui ont été soit rompus ou qui
et faire le lien justement entre la question de l'islamophobie et la question de l'engagement politique. Il faut dire que c'est une des causes, et il y a nombre de causes qui sont des problèmes maintenant récurrents dans beaucoup de quartiers populaires, mais aussi au-delà des quartiers populaires, des banlieues, des cités, qu'on retrouve aussi chez les classes populaires françaises. Et la démarche qui a amené un ensemble, notamment militant associatif, puisque pour l'instant ça s'appuie sur des réseaux associatifs, la question vise aussi à élargir cette réflexion, partir d'un mouvement social de terrain qui est porté à l'échelle du territoire, parce que là aussi, la difficulté, c'est que beaucoup d'initiatives existent. Elles existent de manière isolée ou à travers des réseaux, mais leur visibilité est souvent nulle dans les médias, on va dire, nationaux, les médias dominants. Et il y a un travail aussi de mise en visibilité qu'un ensemble de problèmes se posent à Lyon, à Grenoble, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille. Et ces réalités-là aussi sont des réalités collectives. Comme on a pu le voir sur la question de l'islamophobie, la ville de Argenteuil a été touchée particulièrement, la ville de Trappes aussi. Donc ce n'est pas des questions isolées, ou ce n'est pas des faits divers, comme on veut souvent les faire croire, etc. C'est effectivement, comme ça a été rappelé par la plupart des intervenants, des problèmes sociologiques plus généraux. Et la vocation aussi qu'on essaye, la réflexion qu'on essaye de porter au sein du FCP, c'est de dire qu'on a voulu pendant très longtemps, depuis une trentaine d'années, faire de la question des classes populaires des questions parcellaires, séparées, avec des réponses spécifiques portées à chaque fois. Je pense à la question de la politique de la ville, qui concerne en fait que les quartiers, les grands ensembles, et pas l'ensemble de la ville. Et donc on a à chaque fois des formules particulières pour à la fois délimiter, diviser, montrer que c'est pas exactement la même chose, et à la fois dire on agit. Sauf que ces réponses ponctuelles, sectorielles, ont démontré leurs limites, ou disons, ont démontré même leur efficacité en termes de division, en termes de démobilisation des forces. Et de fait, j'aimerais rappeler la triple démarche et les trois principaux points qui sont un constat qui ont été faits et qui donc sont le moteur aussi de l'engagement de certaines personnes qui n'avaient pas forcément vocation. La question de l'entrée en politique, elle est souvent vue dans les quartiers comme des prises d'intérêt individuelles, personnelles, comme des gens qui cherchent à monter, comme des gens qui cherchent, etc. Et cette question-là, je pense qu'il faut la reposer d'une autre manière, ça veut dire avec un cadre commun, un cadre réfléchi, un cadre pensé, et des principes forts qui gouvernent ce mouvement. Et la question, il y a trois principaux, comme je le disais, points. C'est d'une part les limites du mouvement social, qui, pour le cas de l'islamophobie, et on peut l'évoquer aussi, c'est essentiel et très important l'aide et le soutien aux victimes. C'est encore plus important aussi d'aller sur le terrain judiciaire pour montrer que justement des cas doivent être traités et répondent de la justice française et sous le coup de loi. Mais le problème, c'est que dans la plupart des combats militants, et pas uniquement sur la question de l'islamophobie, sur des combats militants pour le logement, pour l'éducation, au bout d'un moment, la plupart des militants associatifs se heurtent finalement au mur du politique, du rapport de force électorale, d'élus qui finalement entendent ce qu'ils veulent quand ils veulent et qui dépendent aussi d'autres, on va dire, forces sociales, économiques, qui pèsent plus, qui comptent plus. Et de fait, la question justement des limites de la pratique militante associative est aussi un des éléments qui nous conduit justement à vouloir se structurer, à s'organiser sur le champ électoral. Le deuxième point, c'est la question des limites de l'entrisme. La question, on va dire, mais finalement, il y a plein de partis existants, il suffirait d'en choisir un et de l'investir. Sauf que pareil, depuis plusieurs décennies, cette stratégie aussi a démontré clairement des limites. Donc, l'idée, c'est aussi de dire,
au bout d'un moment, on ne peut pas se contenter de justement investir des partis. Il faut aussi se mobiliser, défendre les causes qui ne sont pas défendues, qui ne sont pas portées. Actuellement, il y a un constat qui est fait, c'est que beaucoup de solutions existent, de problèmes ont été clairement identifiés, délimités, pensés, sauf que ces solutions ne sont pas portées. Le mouvement social n'a plus de débouchés, il trouve des débouchés très limités sur le plan politique. C'est le deuxième point. Et le dernier point sur lequel je pense je conclurai, c'est justement la question voilà, des changements structurels que pose la question les questions qui concernent les quartiers populaires, la question des services publics, la question de l'éducation, la question du logement, la question du travail. On ne réglera pas et on n'améliorera pas ces situations-là sans des changements structurels profonds. Et c'est justement parce qu'on se refuse à faire ces changements et qu'on fait des changements sectoriels justement partiels que là aussi il nous semble important de porter justement un discours qu'on ne réformera pas la question des quartiers populaires uniquement avec des solutions partielles, sectorielles, mais aussi en justement fédérant un ensemble de luttes et en montrant qu'il faut agir sur l'école et que cette question de l'école ne concerne pas que les quartiers populaires, elle concerne l'ensemble des écoles, mais que ce sont des situations extrêmes et que ça nécessite de repenser les institutions sur le plan des structures, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la question de l'emploi, que ce soit la question du ministère de l'Intérieur, au niveau de la police, etc. C'est des réformes structurelles dont on a besoin. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci. Alors, je vais faire très court, excuse-moi. Donc, je suis Olivier Demérouge, je suis donc le président du CRI Groupe Nord-Franche-Comté. Donc, nous, on est nouvellement nés, puisqu'on a vu le jour le 23 mars 2013. On est d'anciens militants, on milite depuis 1997. Et donc, si je suis venu ici même, c'est pour témoigner de ce qu'on a vécu il y a maintenant une semaine, le jour de l'Aïd. Donc l'histoire a commencé, il y a eu la mise en place d'un abattoir provisoire, un grand projet qui a été mené donc, par les mosquées Belfortaine. Donc une semaine avant l'Aïd, il y a un mouvement qui s'est mis en place et qui avait pour but de mobiliser un certain nombre de personnes concernant l'abattage des moutons, alors par le biais de la cause animale, etc. Donc il y a une pétition qui a été mise en ligne, et donc jusque-là nous on ne voyait pas du tout de raison d'intervenir, sauf que donc sur cette pétition, on a vu tout un étalage de commentaires racistes, islamophobes. Et là, on s'est dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. Donc, on a fait un communiqué de presse où là, on dénonçait justement la prolifération de propos racistes et islamophobes. Et on a interpellé les personnes responsables de cette pétition pour leur dire qu'il serait bon qu'ils contrôlent un petit peu leur communication. Ensuite, donc les jours sont passés, il était donc prévu que Madame Brigitte Bardot vienne à Belfort pour défendre la cause animale ou alors asseoir sa position en tant que partisane FN, on ne sait trop. Et là, on s'est dit, bon, nous on va y aller, on va essayer d'apaiser, parce que bon, il y a un certain nombre de personnes, on va essayer d'apaiser les choses. Nous arrivons donc à l'abattoir, et là, mon ami me fait remarquer une personne habillée tout en rouge. Donc moi, dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est le chaperon rouge qui s'est égaré, et qui vient de faire là. Et donc, quand elle s'est retournée, on a reconnu Madame Tazin, Christine Tazin, islamophobe, patentée et assumée. Voilà. Riposte laïque, résistance républicaine,
poste très souvent sur Boulevard Voltaire. En fait, voilà, c'est une dame qui assume parfaitement son islamophobie et qui a clairement dit devant la presse et devant nos caméras, parce qu'on a pris quelques leçons de M. Abdelaziz Champy en termes de communication, parce qu'on avait eu quelques antécédents avec l'histoire des pains au chocolat, où on avait obligé de filmer, donc là on a filmé, et puis donc là, ouvertement, elle a clairement dit qu'elle avait la haine de l'islam et que l'islam était une saloperie. Et là, ce qui nous a quand même interpellés, c'est que même les journalistes qui étaient là, de BFM, de France 3, de Radio France Belfort, un peu moins connu, ont été vraiment choqués. On a une journaliste qui avait la bouche bée, quoi. Donc, bon, je l'ai recadré calmement, même si c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, parce que c'est une personne qui transpire la haine, vraiment, enfin, elle est vraiment insupportable. Merci à vous deux, particulièrement. Et je voulais juste dire quelque chose avant que Christelle s'en aille, parce que je sais qu'elle a notre rendez-vous avec Zwina. C'est que c'était pas parce que là, elle a parlé du fait qu'il fallait quelqu'un, non. C'était pas que n'importe qui. Il y a suffisamment de femmes et de militantes ici pour pouvoir parler. Et si on a demandé à Christelle et à Zwina, c'est parce que justement elles sont ces combats dont vous en parlez, et elles sont des traits d'union. Comme moi, j'essaie de l'être. C'est pas au hasard. C'est pas en bouche.